C'est un petit pas pour les Nantais, mais un pas de géant pour le DFS Nantes. Je vous avoue, je me suis fait un peu plaisir. Parce que ça ressemble à rien, on est d'accord, hein. Mais quand je pensais à tout ça, à ces années en 1969, c'était quand même bien avant. C'était mieux avant. On est tous d'accord? Les vieux avaient l'air plus vieux. Avant, c'était déjà mieux avant. Avant, en 1969, on disait que l'avenir, c'était le Minitel. Et à l'heure où l'avenir, c'était le Minitel, à ce moment-là, plusieurs personnes ont créé l'AGC pour envoyer 3 personnes sur la Lune. Et maintenant, c'est Romain et Olivier qui vont vous expliquer cette belle histoire. Applaudissez-les! Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Déjà, je pense qu'on peut déjà applaudir Estelle encore une fois pour cette superbe mise en scène. Merci beaucoup Estelle. Donc aujourd'hui, nous sommes présents, Romain et moi, donc, pour vous parler de l'Apollo Guidance Computer, donc l'ordinateur qui a permis d'amener des personnes à marcher sur la Lune. Donc très rapidement, voici Romain, je suis Olivier, nous sommes des informaticiens, des techs, mais surtout passionnés de l'espace. On va un peu vous conter cette belle histoire. Et pour parler de la GC, il faut d'abord un peu se replacer dans le contexte de l'époque. Donc s'il y a bien un événement qui marque le début de l'aventure Apollo, c'est le 25 mai 1961, c'est le discours de John Fitzgerald Kennedy devant le Congrès américain. Pendant ce discours, il va demander l'approbation d'un budget spécial pour un objectif national assez ambitieux, amener un humain à la surface de la Lune avant la fin de la décennie. Cette décision, elle ne sort pas de nulle part. Pour rappel, on est en pleine guerre froide, avec une forte rivalité entre États-Unis et l'Union soviétique. Et il y a déjà tout un passif sur tout ce qui touche au spatial. Petit rappel des faits. Le 4 octobre 1957, l'URSS met Sputnik en orbite. C'est le premier satellite artificiel à orbiter autour de la Terre. Ça, pour les Américains, c'est un choc, parce que dans un contexte de tension nucléaire, ça signifie que les Soviétiques ont la capacité de déployer de l'armement sur le sol américain. C'est d'autant plus embêtant qu'à l'époque, les États-Unis n'ont même pas encore d'organisme capable de gérer un programme spatial de grande ampleur. Et pour y remédier, il faut attendre le 29 juillet 1958 avec la création de la NASA. Nouveau coup d'éclat des Soviétiques, le 7 octobre 1959, la sonde Luna 3 nous retourne la première photographie de la face cachée de la Lune. Et le coup de grâce pour les Américains, c'est le 12 avril 1961, avec le vol de Yuri Gagarin, qui devient le premier homme à aller dans l'espace. 3 semaines plus tard, et 20 jours avant le speech de Kennedy, le 5 mai 1961, c'est Alan Shepard qui devient le premier Américain à aller dans l'espace. Mais l'exploit il est beaucoup moins impressionnant parce que là où Yuri Gagarin a fait une orbite complète autour de la Terre, Shepard, lui, il a fait un vol dit suborbital. Comprenez, on l'a juste envoyé assez haut pour qu'il soit techniquement dans l'espace. Pour avoir un Américain en orbite, il faut attendre le 20 février 1962 avec le vol de John Glenn. Du coup, vous l'aurez compris, sur tout ce qui touche au spatial, les Américains ils sont en retard sur les Soviétiques. Et se définir un objectif tel que la Lune, en fait, c'est une super idée. Parce que ça demande des efforts à la fois économiques, industriels, mais aussi des développements technologiques très importants, et ça de la part des deux camps. Ça va donc permettre aux États-Unis d'effacer l'avance dont bénéficient alors les Soviétiques. En effet, comme vient de l'expliquer Romain, c'est un véritable défi technologique. Remettez-vous dans le contexte dans l'époque, juste au début des années 60, il n'existe pas toutes les technologies qu'on a aujourd'hui. Donc envoyer quelqu'un sur la Lune, ça signifie de passer à un système comme celui-ci, qui est un prototype de l'ordinateur des missions Apollo, donc qui tient dans une salle, à quelque chose comme ça qui soit embarquable directement dans une capsule de taille réduite et de poids très réduit. Donc globalement, c'est un véritable défi technologique à relever en très très peu de temps.
Et pour ça, il y a quelqu'un qui va être un personnage assez fondateur sur ce sujet, c'est Monsieur Charles Stack Draper, qui est considéré aujourd'hui comme le père de la navigation inertielle, qui a créé le laboratoire au MIT, le laboratoire du même nom, qui va s'occuper de la conception et de la réalisation de cet ordinateur qui permettra à l'être humain de poser le pied sur la Lune. On le voit ici en photo, donc à gauche. Juste à sa droite, c'est Monsieur Werner von Braun, qui est le concepteur donc, de la fusée Saturn V, qui permettra d'envoyer cette capsule dans l'espace. Mais sinon, qu'est-ce que l'AGC ? Alors AGC, déjà, c'est l'acronyme pour Apollo Guidance Computer. C'est l'ordinateur de bord qui va équiper l'ensemble des capsules habitées du programme Apollo. Alors, pour comprendre pourquoi on a besoin d'un ordinateur de bord, il faut déjà voir un peu le déroulé d'une mission. Donc très rapidement, mission, ça démarre avec la mise en orbite du train lunaire par la Saturn V, très rapidement suivie par ce qu'on appelle une injection translunaire. À partir de là, on a une période de transit de la Terre à la Lune qui dure 3 jours, qui va être ponctuée par quelques petites corrections de trajectoire. Et l'insertion en orbite lunaire se fait avec l'allumage du moteur du module de service. Une fois en orbite, 2 des 3 astronautes montent à bord du module lunaire, qui se séparent du module de commande, et on va réaliser une descente propulsive jusqu'à la surface. Une fois la mission à la surface terminée, le second étage du module lunaire redécolle et on va faire toute une série de manœuvres pour réaliser un rendez-vous orbital avec le module de commande. Une fois ce rendez-vous effectué, tout le monde remonte à bord du module de commande avec les échantillons de roche. Le module lunaire est abandonné sur place et on rallume le moteur du module de service pour quitter l'orbite lunaire. De nouveau, une phase de transit jusqu'à la Lune, avec là encore quelques petites corrections de trajectoire. Et la mission se termine avec la séparation entre le module de service et le module de commande, la rentrée atmosphérique et l'amérissage. Alors déjà, premier point important à noter, il n'y a pas un, il y a 2 modules habités pour une mission. Il y a donc 2 AGC par mission. Second point important à noter, c'est que là, le schéma que vous avez à l'écran, il n'est pas à l'échelle. Le système Terre-Lune, ça ressemble à ça. Il y a 400 000 km qui séparent les 2 objets. Et on a des besoins en termes de navigation qui sont tellement importants que c'est juste une tâche qui n'est pas accessible à un humain. Il a donc besoin d'être assisté par un ordinateur. Donc tout naturellement, la première responsabilité de l'AGC, c'est gérer la navigation. Et quand vous voulez naviguer, la première question à laquelle il faut se répondre, c'est quelle est l'orientation de mon vaisseau, quelle est son attitude. Naturellement, sur Terre, on a la gravité, c'est un super référentiel, ça vous permet de savoir où est le bas, où est le haut, mais ça dans l'espace, ça ne marche pas, parce que pas mesurable de par la pesanteur, et puis de toute manière, ce n'est pas un bon référentiel, parce que sa direction change au cours d'orbite. À la place, l'AGC, il embarque une base de données avec tout un ensemble d'étoiles de référence, et ça va nous permettre d'avoir un premier référentiel absolu, et à partir de ce référentiel-là, on va pouvoir naviguer vers d'autres référentiels. Notre position dans le système Terre-Lune, l'orientation du vaisseau, l'orientation de la centrale inertielle à bord du vaisseau. En tout, on utilise 5 référentiels, et l'AGC jongle entre ces 5 référentiels en permanence au cours de la mission. La deuxième question, c'est où est-ce qu'on se situe. Donc l'AGC, on l'a déjà dit, il est accompagné d'une centrale inertielle. C'est un système assez précis, ça vous permet de connaître la position du vaisseau. Mais bon, ce n'est pas des systèmes parfaits non plus, et on a des erreurs qui s'accumulent. Du coup, ce qu'on va demander aux astronautes, c'est de régulièrement utiliser un système de pointeur d'étoiles pour venir réajuster la position. Donc on a des optiques très précises, et on va aller faire des mesures d'angle entre des étoiles de référence et, par exemple, la ligne d'horizon de la Lune. Avec ces angles, on peut recalculer avec précision la position. Donc là, je vous parle d'optique, pour vous donner un ordre d'idée de la précision, on parle d'optique avec une précision de 10 secondes d'arc. 10 secondes d'arc, c'est 1/6 d'un 60e de degré. Ça, c'est aussi des méthodes de navigation qu'on utilise encore sur nos sondes les plus modernes. Et enfin, pour la navigation, la dernière question, c'est où est-ce qu'on va ? Donc, dans l'espace, vous êtes en chute libre, donc vous suivez des trajectoires balistiques qui ont tendance à décrire des courbes. Les trajectoires linéaires dans l'espace, ça n'existe pas. L'AGC, il embarque 2 méthodes de calcul distinctes pour déterminer sa trajectoire. Et ça, c'est la petite curiosité. Une de ces 2 méthodes, en fait, elle emploie un simple cône. Et à partir de ce cône, vous prenez un plan. Et en fonction du plan que vous allez prendre, vous allez pouvoir décrire à peu près n'importe quelle trajectoire que vous pouvez avoir dans l'espace. La deuxième responsabilité de l'AGC, c'est le Digital Autopilot, le DAP. Alors le DAP, c'est quoi ? C'est un système de commande de vol électrique qui permet à un astronaute ou à un programme de définir l'attitude qu'il souhaite obtenir de la part du vaisseau. Donc là, à l'image, par exemple, vous avez le module de commande avec le module de service.
Et pour orienter le vaisseau, on utilise ce qu'on appelle les Reaction Control Systems, les RCS. Donc, les RCS, vous les voyez peut-être ici, je ne sais pas si vous voyez bien mon pointeur, c'est les petites grappes de propulseurs qu'on voit sur le côté. Et tout le boulot du DAP, finalement, c'est quoi? C'est de déterminer quel propulseur activer, quand, combien de temps, en tenant compte de potentiel panne et aussi en tenant compte de la répartition de la masse du vaisseau. Petit rappel d'un principe de physique tout bête, vous avez un objet, vous exercez une force sur cet objet, si cette force elle part par le centre de sa masse, vous lui imprimez un mouvement de translation. Si cette force elle est excentrée, vous allez plutôt lui donner un mouvement de rotation. La position des RCS, elle reste fixe au cours de la mission, par contre les configurations du vaisseau et donc la répartition des masses, elle varie énormément. Pour vous donner un ordre d'idée de la complexité du problème, le DAP, c'est à lui tout seul 10% de la code base de l'AGC. Troisième mission, afficher de la donnée à l'équipage, aussi bien sur l'état des systèmes que sur des paramètres de vol. Et la dernière responsabilité de l'AGC, c'est la liaison avec le sol et la télémétrie. Donc ça permet d'envoyer aux équipes au sol des informations sur l'état des systèmes, ça leur permet de s'assurer que l'AGC est en bonne santé. Et ça leur permet également de voir en quasi-temps réel ce que l'AGC affiche à l'équipage et ce que l'équipage fait avec l'ordinateur. Et inversement, ça permet au contrôle d'envoyer des instructions à l'ordinateur, comme par exemple programmer des tâches de housekeeping ou même des paramètres, par exemple, sur une correction de trajectoire. Voilà, une fois que cette présentation est faite, laissez-moi un petit peu parler du hardware de cet ordinateur. Donc, vous êtes tous informaticiens, informaticiennes, le hardware, ça vous intéresse. Qu'est-ce que c'est que cet ordinateur? Comment il est constitué? Donc, on va parler un petit peu des caractéristiques de l'AGC, des caractéristiques pour que vous ayez une sorte de référentiel par rapport à ce que vous connaissez. L'AGC, il est déjà alimenté par une fréquence, en termes de fréquence d'horloge, de 2 MHz. Cette fréquence, elle est divisée en 17 étapes successives pour alimenter différentes parties de l'AGC, notamment l'horloge en temps réel, et d'autres équipements qui ont besoin d'une fréquence d'horloge qui est relativement fixe et stable et qui bat une pulsation particulière. C'est un processeur, on va dire processeur, je vais mettre des gros guillemets, parce que ce n'est pas un processeur au sens où on l'entend, on va y venir juste après, qui est en complément à 1. Le complément à 1, si vous ne savez pas ce que c'est, ça veut dire que pour représenter les nombres négatifs, vous vous contentez simplement d'inverser les bits d'un nombre. Ça a certains avantages, la simplicité de le faire, mais ça a quelques inconvénients aussi en termes de calcul. Aujourd'hui, tous les processeurs que nous utilisons sont en complément à 2. C'est un processeur qui fonctionne avec une largeur de registre de 16 bits. C'est quand même vachement puissant pour l'époque. En fait, sur ces 16 bits, il n'y en a que 15 qui servent. Le 16e, c'est un bit de parité qui permet de contrôler que tous les autres sont bons. Mais l'AGC va permettre de faire un certain nombre de calculs et de manipuler des données sur globalement 15 bits, sur tout son système. Il a une consommation de 55 watts, ce qui est quand même déjà assez élevé, mais c'est très bas par rapport à l'ensemble de la mission. Il faut rappeler que c'était alimenté notamment sur batterie, avec des tensions qui ne sont pas de 0 à 5 volts. Voilà. Et il est d'une dimension de 61 cm par 32 par 17, donc c'est une jolie boîte. Et pour l'époque, c'est vraiment ce qu'on peut appeler un portable, et c'était plutôt transportable puisque le poids total est de 32 kg. C'est une belle bête. En termes de puissance, si on essaie de le comparer avec quelque chose qu'on connaît aujourd'hui, l'AGC, globalement, si vous le comparez à un Nokia 3310, quelque chose que vous avez pu connaître, donc l'AGC, on disait une fréquence de 2 MHz, largeur de registre de 15 bits. Le Nokia 3310, c'est un processeur qui tourne déjà, qui est basé sur de la RMv7, avec une fréquence de 13 MHz. Et c'est déjà un processeur 32 bits. En tout cas, on va dire un microcontrôleur dans ce téléphone. Et par rapport à une calculatrice moderne, ici une calculatrice Numworks, que j'ai dans mon sac d'ailleurs, cette calculatrice a un ARMv7 aussi 32 bits, dont la fréquence est à 216 MHz. Alors, rien que la mémoire qui est embarquée à l'intérieur est déjà bien plus élevée que l'AGC. Donc vous imaginez bien que la puissance de calcul est limitée. Ça va avoir des impacts qu'on va expliquer après. L'architecture de l'AGC, ça représente globalement ça. Ça ressemble à ça. Je vais essayer de le zoomer pour que vous puissiez bien voir. Voilà. On voit un petit peu près tous les blocs. Donc il y a tout un bloc d'oscillateurs, un bloc qui va gérer les interruptions, et on va y revenir après, des générateurs de pulsation pour les différents sous-systèmes de l'AGC, la gestion de la mémoire, la gestion de l'arithmétique, ce qu'on appelle l'ALU, on va l'expliquer juste après, des registres, un peu de mémoire, ce qu'on appelle aussi de la mémoire fixe, qui est la ROM, et la mémoire erasable, donc réinscriptique, qui est la RAM. Donc ça, on retrouve globalement à peu près les composantes d'un ordinateur relativement classique, mais sous une forme un petit peu plus grosse. Le processeur en lui-même,
il est constitué uniquement de circuits intégrés discrets qui sont des portes NOR, donc des portes non-OU, uniquement. Il y a deux raisons à ça. C'est pour la simplicité. Rappelons que l'invention du transistor est récente, 1947. On verra une photo juste après. Donc c'est quand même quelque chose, déjà, un niveau d'intégration qui commence à être maîtrisé, mais on est loin de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc les portes NOR, pourquoi on les utilise? Parce qu'avec des portes NOR, comme les portes NAND, non et, on est capable de construire tous les circuits logiques imaginables. Ce sont ce qu'on appelle des circuits universels. Et ces portes NOR, elles ont une caractéristique, c'est qu'elles sont toutes à 3 entrées, et elles sont systématiquement groupées par 2. Et on va voir pourquoi. En interne, voici à quoi ça correspond. C'est ce qu'on appelle la technologie résistor-transistor logique. Ce qui explique notamment la consommation relativement élevée, donc de 55 watts de l'AGC, puisqu'on utilisait des résistances, on utilisait des transistors, ça avait tendance à plutôt travailler sur le courant, donc ça consommait plus de courant que ce qu'on utilise, donc ce qu'on a pu utiliser après, notamment le TTL, après le CMOS, le HCMOS, etc. Et donc ce sont des technologies qui, au début, qui étaient le précurseur, j'ai envie de dire, des technologies suivantes, mais donc qui consommaient un petit peu de courant. Et donc, en termes d'intégration, voici à quoi ça ressemble. Donc, c'était déjà des circuits intégrés. Et donc là, on se retrouve directement avec 2 portes NOR qui sont gravées dans le silicium. Alors, ces portes NOR, comme je le disais, le transistor était relativement récent. Voici le premier transistor à quoi il ressemblait. Donc, on est passé en à peine plus d'une décennie de ça à ça. Donc, c'était déjà une sacrée révolution technologique, une sacrée avancée. Donc, comme je le disais, des portes NOR, à quoi ça va servir? Principalement à construire un certain nombre d'éléments élémentaires, et notamment le latch, donc une bascule 7-reset qui permet de stocker globalement l'état d'un bit. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont groupées par 2, ces portes NOR, dans chaque circuit intégré, parce qu'on a besoin de simplement 2 circuits pour pouvoir construire ce latch. Et ce latch, il va être utilisé notamment dans un certain nombre de choses dans le processeur, et notamment dans la constitution des registres. Voici comment est construit un registre qui contient donc 2 bascules, et un certain nombre de portes NOR qui vont permettre de pouvoir activer ces bascules et d'amplifier le signal. Donc ça, c'est un élément de registre, un élément élémentaire, c'est multiplié par 15, le 16e bit étant des bits de contrôle. Notamment, ça va aussi nous servir à faire des calculs. Donc l'ALU, l'unité arithmétique et logique, donc qui va permettre de faire les additions, les soustractions, de pouvoir faire un certain nombre d'opérations logiques, des et, des ou, des inversions de bits, etc. Donc là, on voit globalement le schéma d'un additionneur tel qu'il est implémenté dans l'ALU de l'AGC. Alors, l'ALU en elle-même, c'est un gros morceau de l'AGC, puisque c'est ici que vont se faire tous les calculs. Et voici globalement à quoi ressemble l'unité arithmétique et logique. Ça, c'est un des modules de l'unité arithmétique et logique. Il y en a 4. Chaque module permet de manipuler 4 bits à la fois. Donc 4 x 4, 16. Et chaque module est constitué de 60 chips NOR, avec au total, rien que pour l'ALU, 240 chips discrets de porte non-OU. À ceux-ci vont se rajouter un certain nombre de composants discrets, des résistances, quelques transistors par-ci par-là, mais globalement, vous avez la logique complète de l'unité arithmétique et logique. Alors, une fois qu'on sait faire des calculs, qu'on sait manipuler des registres, tout ce genre de choses, vous allez me dire, mais oui, mais il faut bien stocker quelque chose dans la mémoire. Donc on va parler un petit peu de mémoire vive. Alors, mémoire vive, on ne va pas travailler en gigaoctets ou ce genre de choses auxquelles nous sommes habitués. On va utiliser la mémoire vive, qui est ce qu'on appelle le core memory dans l'AGC, et on va utiliser une technologie, qui était une technologie de pointe à l'époque, c'était le stockage grâce à la mémoire à tore de ferrite. Donc on utilisait des petits tores de ferrite, donc qui sont des petits aimants, si on peut dire, qu'on allait venir polariser ou dépolariser avec un certain courant pour stocker l'état d'un bit. Donc vous voyez à l'écran un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est globalement une matrice, avec aux intersections des tores qui vont pouvoir être alimentés par la matrice sélectionnée, dans lequel on va venir stocker l'état d'un bit et de pouvoir aller le relire éventuellement. La mémoire vive, c'est 2048 mots de 15 bits plus 1 bit de parité. Donc ça fait 4 kilooctets de mémoire de travail. Envoyer des gens sur la Lune avec l'AGC, c'est 4 kilooctets de mémoire de travail. Donc il faut faire avec. Sachant que cette mémoire de travail, comme je le disais, le mémorateur de ferrite, c'est quelque chose qui a un processus physique, elle a un temps d'accès. Globalement 1 microseconde pour aller lire ou écrire un bit. Donc ça nous semble rapide, 1 millionième de seconde, mais par rapport à toutes les opérations qu'on doit faire de lecture et d'écriture dans la mémoire, c'est extrêmement lent. Rappelons qu'aujourd'hui, les mémoires qu'on a aujourd'hui, c'est du nanoseconde, et sur les mémoires ultra performantes, ça peut même descendre en dessous.
Donc voici à quoi ressemble la vue éclatée du système de mémoire vive. Donc on voit que c'est quand même assez massif, on est loin de nos barrettes de RAM. Donc il y a un certain nombre de diodes qui vont permettre de redresser le signal, l'alimentation et les tores de ferrite qui sont stockés plutôt en dessous, là qu'on ne voit pas sur la vue éclatée. Et donc ça, c'est un gros morceau de l'AGC qui est intégré donc à l'ordinateur. Alors, là, on a parlé de mémoire vive, vous allez me dire, la mémoire de programme. Il n'y avait pas de clé USB, il n'y avait pas de disquette, il n'y avait pas de bande magnétique, il fallait bien stocker la mémoire quelque part. Donc on va parler de mémoire morte, mais la mémoire morte, ce n'est pas celle que nous sommes habitués à manipuler. La mémoire morte, c'est ce qu'on appelle le core rope memory. Pourquoi rope? Ça ressemble à une corde, effectivement, comme vous le voyez ici à l'écran. On utilise la même technologie. On va utiliser des tores de ferrite qui sont déjà polarisés, et on va faire passer un certain nombre de fils dans certains tores pour dire ce bit-là, il est à 1, ce bit-là, il est à 0. Et cette mémoire, elle est tracée à la main selon un plan qui correspond au plan de programmation, c'est-à-dire l'assembleur était généré, le programme était généré, imprimé, et il y avait des personnes qui littéralement venaient tricoter cette mémoire pour faire passer chaque fil dans chaque tore, pour obtenir après les 0 et 1. Donc, je ne vous dis pas le débugage. À quoi ça ressemble en vrai? Ça ressemble à ça. La photo précédente, c'était un prototype. Et voici à quoi ça ressemble dans la mémoire morte, une fois qu'elle part, entre guillemets, en production dans le module. Et en termes de gestion de signal, c'est le même principe que la mémoire vive. Ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à la mémoire vive, comme on est sur quelque chose qui ne bouge pas, qui ne va pas être réinscriptible, on ne va ne faire que lire, et que les petits tores de ferrite pèsent un certain poids, on va tenter de les réutiliser. Chaque tore de ferrite peut être réutilisé jusqu'à 24 fois. On peut faire passer jusqu'à 24 fils dans un tore de ferrite pour économiser du poids. Donc optimiser le code. On est sur un autre niveau d'optimisation que ce qu'on connaît. Et quand je vous parlais des gens qui tricotent, voilà comment ça se passait. Vous aviez un pupitre sur lequel des personnes venaient, à l'aide d'une aiguille, faire passer les fils. Et voici en vrai comment ça se passait. Ah, la vidéo ne se déclenche pas. Ah, je vais vous la déclencher. Voilà. Donc voici des opératrices qui étaient en train de tricoter cette mémoire pour pouvoir encoder la mémoire morte du programme de la mission. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme ça prenait un certain temps, que le débugage était quand même un petit peu long, il fallait que le programme soit au point 10 mois avant la réalisation de la mémoire, avant chaque lancement. Donc c'est effectivement un petit peu contraignant. Et en termes de hardware, la dernière mission donc, de l'AGC, c'est aussi donc, de gérer toutes les entrées-sorties. Romain en a parlé tout à l'heure, on parlait de la centrale inertielle, il y a les systèmes de commande, de pupitrage, il y a les systèmes de gestion d'alarme, toutes les entrées-sorties, comme vos microcontrôleurs aujourd'hui, les Arduino, il faut bien communiquer avec l'extérieur. Donc l'AGC va avoir aussi cette responsabilité avec des bus d'entrée-sortie, avec des caractéristiques particulières dont Romain va nous parler juste après, et donc de pouvoir communiquer avec le monde extérieur et de pouvoir appliquer un certain nombre de commandes au module. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez cette photographie. Margaret Hamilton, qui pose à côté de la codebase de l'AGC. Elle a été responsable à partir de 1970 du Charles Stack Draper Laboratory au MIT. C'est le laboratoire qui a développé la centrale inertielle et l'AGC. Alors d'un point de vue système, le résultat de leurs travaux, c'est un ordinateur multiprocess. Alors pourquoi multiprocess? Tout bêtement, pour la même raison que vos machines modernes, c'est permettre de découper un gros problème bien complexe en un ensemble de petits problèmes, donc plus simples à appréhender, à développer, à tester. À l'époque, il existe deux grandes stratégies pour gérer du multiprocessing. Il y a ce qu'on appelle le coopérative multiprogramming, où les processus vont être capables de rendre la main d'eux-mêmes, et il y a le préemptive multiprogramming, où le processus va être interrompu au bout d'un certain nombre de cycles CPU. Dans le cas de l'AGC, on a un mix de ces deux stratégies. Pour gérer ces processus, il n'y a pas d'OS à proprement parler dans l'AGC. À la place, il y a ce qu'on appelle l'exécuteur. Le cœur de l'exécuteur, c'est 3 tables en mémoire vive à des adresses fixes et des tailles fixes. La plus importante, la première, c'est le core set, qui contient 6 emplacements de 12 mots dans le cas du module de commande et 7 emplacements de 12 mots dans le cas du module lunaire. C'est là qu'on va venir stocker l'ensemble des processus en cours d'exécution avec leur état et puis des métadonnées comme par exemple leur priorité. La deuxième table, le vecteur accumulator, le VAC, qui lui contient 5 emplacements de 44 mots et qui permet de stocker les processus qui sont exécutés dans l'interpréteur. On va revenir dessus un peu après.
Et enfin, la waitlist qui, elle, contient des tâches programmées pour être exécutées dans un futur proche. On va notamment stocker le temps restant avant le début de leur exécution. Et pour administrer toutes ces tables, on a tout un ensemble de routines qui vont être appelables sur simple instruction CPU. Alors la notion de temps, elle est importante, et Olivier l'a montré tout à l'heure dans l'architecture du CPU. On a une unité qui permet de suivre, une horloge qui permet de suivre le temps, et qui va venir alimenter des timers. Et ces timers, l'exécuteur va s'en servir pour déclencher les tâches au bon moment. Donc, par exemple, on trouve timer 3, qui va permettre de déclencher les tâches inscrites dans la waitlist, ou encore, par exemple, le timer 4, qui permet de lancer des routines de vérification des systèmes hardware à raison de 8 fois par seconde. À chaque fois que vous avez un changement de processus, on a une mécanique qu'on appelle le context switch. Ça permet d'interrompre le programme, de décharger, stocker son état en mémoire, charger le nouveau programme, son état, s'il avait déjà débuté son exécution, mettre à jour le core set, etc. Donc tout ça, ça prend du temps, donc on va éviter de le faire trop souvent. Et là, je suis obligé de vous faire une petite parenthèse et de vous parler de ce qu'on appelle de vous parler des compteurs. Il y a certains systèmes hardware qui, en fait, ne servent qu'à une seule chose, c'est venir alimenter des compteurs stockés dans la mémoire. Un exemple typique de ce genre de système, c'est la centrale inertielle, encore elle. Le problème de ce type de hardware, c'est que ça peut générer beaucoup d'IO, mais vraiment beaucoup. Par exemple, la centrale inertielle a des gyroscopes avec une précision de 39 secondes d'arc. Ça signifie que si votre vaisseau il prend une rotation de ne serait-ce quelques degrés par seconde, si vous avez un système de context switch, vous allez rapidement avoir à chaque signal I/O un context switch, donc potentiellement des centaines, voire plus d'un millier d'interruptions par seconde. Ça, c'est pas possible. Du coup, les ingénieurs, ils ont mis en place un hack qu'ils appellent le cycle stealing. Donc, ce type de hardware, il est connecté à l'AGC via des devices qu'on appelle des coupling data units, des CDU. Et ces CDU, ils ont juste une responsabilité, c'est de recevoir le signal du hardware et de le transformer en un pulse, ils appelaient ça un pulse, qu'ils vont aller stocker dans des buffers dédiés du CPU. Et quand le CPU il détecte la présence d'un de ces pulses dans un buffer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voler son prochain cycle au processus en cours d'exécution et il va s'en servir pour venir incrémenter ou décrémenter le compteur lié à ce buffer. Fin de l'aparté, je reviens à l'exécuteur. Sa dernière grande responsabilité, c'est la gestion des erreurs. Et là, on a 3 scénarios possibles. Le premier, on a un petit processus qui n'a pas trop d'importance. S'il échoue, c'est pas grave. On n'en fait rien. La deuxième logique, c'est le software restart. Et là, c'est dans le cas où on a des processus qui sont un peu plus critiques et qui nécessitent un redémarrage. Donc là, on a toute une routine de nettoyage des 3 tables, donc la core set, le VAC, la waitlist. Et ensuite, l'exécuteur va venir respawner un par un tous les processus qui étaient en cours d'exécution. Et si cette routine échoue, alors là, on tombe dans le fresh start, où on va juste se contenter de nettoyer les tables et de mettre l'ordinateur dans un état idle. Le dernier scénario, là, le fresh start, on veut à tout prix l'éviter parce que ça implique un certain nombre de manipulations de la part des astronautes pour remettre l'ordinateur en état de marche. Donc ça, il y a certaines phases de vol où c'est vraiment critique et on ne veut pas tomber dans ce cas-là. Dans le cas du software restart, 2 scénarios. Soit on a un petit programme pas très coûteux, on le redémarre de zéro, c'est pas grave. Soit on a un processus qui est plutôt long et coûteux, auquel cas on va plutôt chercher à le démarrer dans un état intermédiaire, connu. Donc pour gérer ces logiques de redémarrage, on a 2 tables dans la mémoire morte, la group et la restart table, et tous les paramètres qui vont venir alimenter ces logiques de redémarrage, eux, ils sont dans la fast table dans la mémoire vive. La fast table, elle a une autre responsabilité très importante. Elle contient un registre qu'on appelle le mode register qui va permettre de stocker le major mode. Alors, le major mode, vous aurez des exemples assez concrets tout à l'heure, mais pour faire très simple, c'est un processus long qui correspond à une phase précise de la mission. Alors, tout ce dont je viens de vous parler jusqu'à maintenant, c'est codé en assembleur. Un assembleur que les ingénieurs d'époque appelaient le BASIC. Rien à voir avec le langage moderne qui porte le même nom. Le problème de ce BASIC, c'est qu'il a un certain nombre de limitations. Il n'est pas très adapté pour développer des programmes comme par exemple des programmes de navigation. Du coup, pour contourner ce problème, on trouve dans l'AGC l'interpréteur. L'interpréteur, c'est une autre architecture CPU, logicielle cette fois, qui va permettre d'apporter aux développeurs tout un tas de capacités supplémentaires. Donc on pense double, triple précision, des vecteurs, des matrices, et aussi tout un tas de fonctions arithmétiques trigonométriques. Bien entendu, ça vient avec un surcoût. Il y a certaines opérations trigonométriques qui prennent jusqu'à 9 millisecondes à s'exécuter. C'est énorme.
Et pour accompagner l'interpréteur, il a son propre langage, l'interprétive. Donc ce n'est pas un langage de haut niveau comme on l'entend aujourd'hui, là encore, c'est plutôt un autre assembleur qui permet d'accéder à toutes ces capacités qu'expose l'architecture logicielle. Donc là, par exemple, à l'écran, vous avez des fonctions arithmétiques, SQRT pour racine carrée, DSU qui fait la soustraction, DDV la division. Et l'interprétive, il a une propriété qui est assez intéressante, c'est qu'il s'écrit sous forme d'expression. Et une expression, vous pouvez la parcourir sous forme d'un arbre binaire. Et un arbre binaire, ce qui est bien avec ça, c'est que ça permet une gestion de la mémoire qui est ultra simplifiée, parce qu'une simple pile suffit. Vous avez besoin de stocker un état, vous le mettez dans la pile, vous avez besoin de récupérer un état intermédiaire, super, ça sera naturellement celui que vous avez empilé en dernier. Voilà. Une fois qu'on a fait un petit peu le tour du fonctionnement du système, on va un petit peu parler du software, c'est-à-dire comment on va aller utiliser cet ordinateur, comment on va dialoguer avec. Parce que là, on a parlé de choses, il faut bien à un moment donné que les astronautes puissent dialoguer avec la machine et entrer un certain nombre de commandes pour pouvoir interagir avec elle. Donc pour ça, on a une interface utilisateur qui est ultra moderne pour l'époque, qui s'appelle le DISKey. Le DISKey, ça signifie Display and Keyboard. C'est très très original et ça ressemble à ça. Voici la console de commande donc, de l'AGC. Il y en a 3 par mission. Il y en a 2 dans le module de commande et 1 dans le module lunaire. Dans le module de commande, en fait, elles correspondent, elles ont exactement la même fonction. Elles sont juste disposées à 2 endroits différents de l'appareil. Elles permettent juste de pouvoir piloter ou commander l'ordinateur à des endroits différents. Le DISKey, il va vous permettre donc d'afficher un certain nombre d'informations. On va y revenir après au travers de certains exemples. Ça peut être le temps courant, ça peut être la phase de la mission, et ça permet aussi de pouvoir sélectionner ce dont Romain a parlé tout à l'heure, le major mode, c'est-à-dire la phase de vol dans laquelle on est, par exemple. Le DISKey, il va se nicher, par exemple, sur le panneau de commande principal, ici, là où c'est en rouge. Voilà. Et donc ça, c'est sur le panneau de commande principal du module de commande, et il y en a un autre à l'arrière. Donc vous voyez qu'il y a plein de boutons autour, donc c'est qu'une partie de l'interface utilisateur qui était accessible par les astronautes, mais de loin la plus importante. Alors, comment on interagissait avec le DISKey? Il a fallu trouver, à l'époque on n'avait pas de commande vocale, on n'avait pas d'intelligence artificielle, de clavier, de souris, donc il a fallu trouver un moyen pour les astronautes de commander l'ordinateur à l'aide d'une façon qui est relativement simple, avec toutes les contraintes qu'il peut y avoir, notamment de pouvoir le manipuler éventuellement avec des gants, ce genre de choses. Et donc on est arrivé à quelque chose qui est relativement naturel, c'est de parler de façon naturelle à l'ordinateur par le biais de programmes de verbes et de noms, tout simplement, de créer une nouvelle syntaxe. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on va dire au DISKey « je veux que tu fasses telle action », un verbe. Ou je veux que tu effectues telle action sur tel objet, un verbe plus un nom. Donc globalement, on va avoir des boutons qui sont très importants dessus, c'est le bouton verbe, entrée, et le bouton nom, entrée. On va dire, par exemple, pour faire effectuer une action simple, on va faire verbe, numéro du verbe, parce que c'est un numéro. Donc les astronautes avaient en mémoire la liste de tous les verbes disponibles, mais ils avaient quand même une feuille de triche qui était affichée à l'intérieur du module, au cas où. Notamment quand on est sous stress, c'est quand même important. Et sinon, si vous voulez effectuer une action sur un objet particulier, donc de taper verbe, le numéro du verbe, entrée, enfin verbe, le numéro du verbe, puis nom, le numéro du nom, entrée pour exécuter l'action. C'est relativement simple. C'est quelque chose qui est d'autant plus simple que c'est toujours utilisé aujourd'hui dans l'aéronautique, alors de façon un peu plus complexe, mais c'est à peu près les mêmes principes. Donc là, ici, on retrouve à peu près la liste de tous les programmes disponibles d'une mission. Donc certains programmes sont accessibles au travers d'un numéro, ils permettent de choisir le major mode, donc de la phase de vol dans laquelle on est. Ils vont permettre de dire, on est passé du mode décollage, on est en injection translunaire, on passe dans un mode particulier, sachant que certains programmes, on ne peut pas passer d'un programme à l'autre, parce qu'il y a des règles qui sont intégrées dedans, pour pouvoir dire on ne peut pas violer certaines contraintes. Par contre, il y a des programmes qui sont prioritaires, on en reparlera tout à l'heure. Et on a effectivement les verbes qui sont disponibles et les noms que l'on peut associer à ces verbes, éventuellement. Par exemple, tester les lampes du DISKey, sachant qu'à l'époque, ce n'était pas des LED, donc c'était des lampes à l'intérieur. Et donc, pour être sûr que l'affichage était bon, de temps en temps, il fallait tester que le DISKey était OK, qu'il affichait bien les bonnes loupiottes. Donc, on allait taper simplement verbe 3.5, entrée. Ça allumait toutes les LED, toutes les lampes du DISKey, ce qui nous permettait de voir qu'il était en fonctionnement normal. Si jamais une lampe était éteinte, il y avait des procédures pour contourner ça, et éventuellement d'utiliser l'autre DISKey. Pour voir le temps courant, on pouvait dire verbe 1.6. Verbe 1.6, ça signifie afficher une valeur décimale
à l'écran du disky. Donc verbe, ainsi, j'affiche une valeur décimale qui correspond au nom 3.6, qui est la valeur du temps courant depuis le début de la mission. Donc ce n'est pas l'heure qu'il est sur votre montre, mais c'est le temps courant depuis le début de la mission, depuis le T0. Donc ça m'amène au programme. Comme je vous ai dit, ça permet aussi de pouvoir passer d'une phase de vol à l'autre. Le premier programme qui est disponible, c'est par exemple le idle. On est dans la fusée Saturn V, on est installé, on est prêt à démarrer, on passe en programme 0, le mode idle. Il y a des programmes à peu près pour tout, pour dire on est en injection translunaire. On a à l'uni. Donc par exemple, sur le programme select, on va dire verbe 3.7, je vais sélectionner mon programme de vol et je vais entrer après le numéro de programme dedans, qui va me permettre de pouvoir rentrer dans le major mode dont Romain parlait tout à l'heure. Pour le mode idle, par exemple, idle, on est en attente de lancement, on va faire verbe 3.7, entrée 00, entrée. Ce qui va nous passer dans le mode où on est prêt à décoller. Une fois qu'on a l'uni, les astronautes devaient taper verbe 3.7, entrée, 6.8, entrée. Ça signifie qu'on est à l'uni et on est dans la phase où on attend le reste de la mission. Le disky aussi, il a une responsabilité qui est importante, c'est de gérer la surcharge de travail, de pouvoir l'afficher, de pouvoir la notifier. On l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup d'interruptions, et l'ordinateur a quand même une puissance de calcul limitée, et il peut se produire à un certain moment une surcharge de travail. Donc le disky est là pour pouvoir l'afficher. Donc ce qu'on appelle le master alarm. Ça, c'est une photo tirée du fameux film Apollo 13, que vous connaissez tous. Et donc cette surcharge de travail, elle est notifiée aux astronautes par le biais d'un signal sonore qui va osciller entre 750 Hz et 2 kHz à un intervalle de 2,5 secondes. Donc vous imaginez que s'il y a une surcharge de travail, que vous avez ça dans les oreilles, ça peut être un petit peu pénible, notamment dans une phase critique de vol. Donc les astronautes ont certains boutons sur le panneau de commande, qui ne sont pas très loin du disky, qui permettent d'acquitter cette alarme, d'acquitter le signal sonore. On coupe le signal sonore, par contre, on a la loupiote, master alarm, qui est toujours allumée. Mais ce qui permet aux astronautes de se concentrer sur ce qui est important, et à Capcom de pouvoir donner éventuellement la procédure, ou de dire ce qui se passe, parce qu'ils ont éventuellement peut-être eu un snapshot de la mémoire à ce moment-là. Et une fois que effectivement le problème est résolu, soit c'est totalement résolu, la master alarm s'arrête toute seule, soit ils ont un mode pour pouvoir acquitter la master alarm. Et ça nous amène à des incidents notables. Tout à fait. Il y a eu des incidents notables au cours des missions Apollo qui ont impliqué l'AGC, et la première d'entre elles, elle a eu lieu sur peut-être la mission la plus célèbre, Apollo 11. Alors imaginez-vous, vous êtes à bord du module lunaire, en pleine phase de descente propulsive, environ 33 000 pieds au-dessus de la surface, grosso modo l'altitude à laquelle vole un avion de ligne, quand soudain, le fameux master alarm, programme alarme, 1202. Vous êtes bien content avec ça, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de toutes les phases de la mission, l'alunissage, c'est celle qui représente la plus grosse charge de travail pour l'AGC. En plus de toutes les petites tâches de fond, on doit gérer la navigation, la propulsion, l'orientation du vaisseau, et aussi on reçoit énormément d'IO de la part de la centrale inertielle et également de la radiosonde. En plus de ça, on demande aux astronautes de démarrer un autre système qu'ils vont placer dans un état idle. Ce système, c'est le radar de rendez-vous. En cas d'abandon de l'alunissage, ça permet de rejoindre le module de commande rapidement. Si le radar de rendez-vous est dans un état idle, ce n'est pas le cas de son CDU qui l'accompagne. Et ce qui s'est passé au cours de la mission Apollo 11, c'est un malheureux problème de déphasage électrique entre ce CDU et l'AGC. La conséquence, c'est un envoi intempestif de pulse à l'ordinateur. Là, je vous parle de 15% du temps CPU occupé juste à faire du cycle sting pour un compteur qui ne devrait même pas être alimenté. Et forcément, qui dit cycle sting, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on vole des cycles CPU processus en cours d'exécution. Ça veut dire qu'on ralentit ces processus. Donc ces processus qui s'exécutent, ils mettent plus de temps que prévu pour faire le travail attendu et mettent donc plus de temps avant de se terminer. À partir de là, en fait, c'est juste une simple question de temps avant que l'AGC n'essaye de démarrer un processus alors qu'il a plus de place dans une de ces tables, donc le Core 7 ou le VAC. Executive Overflow, et là on a une programme alarme. En tout, ça va survenir 5 fois au cours de la mission. 4 1202 qui correspondent à un Core 7 plein, et une 1201 pour le VAC. Heureusement, à chaque fois, l'AGC, avec sa logique de software restart, il va redémarrer, il va reprendre son travail sans incidence notable. Ça aura tout de même été une bonne source de stress pour les astronautes, d'autant que sur un redémarrage, ils ont perdu l'affichage du disky pendant 10 secondes. Le disky était censé leur donner des informations assez critiques sur leurs paramètres de vol.
Le second incident dont je vais vous parler, il a eu lieu au cours d'Apollo 14. On est encore à bord du module lunaire, mais cette fois-ci, on est encore en orbite. Là, les astronautes ils sont en train de préparer le vaisseau pour l'alunissage quand Houston revient vers eux avec une problématique. Ils ont étudié la télémétrie et ils ont un problème. Il y a un bit en mémoire qui est seté qui ne devrait pas l'être. Et ce bit, il correspond à l'appui du bouton d'arrêt d'urgence de l'alunissage. Tout embêtant. Après quelques manipulations, on détermine que l'ordinateur il est sain, le problème il vient du bouton. C'est pas exactement ce qu'il y a eu, mais là, on soupçonne très fortement un petit débris de soudure qui flotte à l'intérieur du bouton, qui fait des contacts intermittents. Quoi qu'il en soit, si ça arrive pendant la descente, la mission est un échec. Et ça, la NASA ne va pas se le permettre pour un simple bouton. Du coup, pour vous expliquer un peu ce qui va suivre, il faut que je vous donne 2-3 éléments. La routine 11, c'est une routine qui est exécutée uniquement par l'AGC du module lunaire, qui est exécutée à raison de 4 fois par seconde, et sa responsabilité, c'est de vérifier si le dit bouton, là, dont je vous ai parlé juste avant, est appuyé. Le let abort bit, c'est un bit en mémoire qui permet d'inhiber le bouton. Le programme 63, qui est un major mode, c'est le premier d'une série de 3 programmes qui permettent de gérer l'alunissage. Et ce programme, il a une étape qui est hyper importante, que les ingénieurs ont sobrement, avec des guillemets, appelée Burn Baby, qui correspond à l'allumage du moteur. Programme 70 et 71, 2 autres major modes, qui eux gèrent l'abandon de l'alunissage et le retour en orbite. Et enfin, le mode register dont je vous ai déjà parlé, qui stocke le major mode en cours d'exécution. Donc un fonctionnement normal sur la GC, ça marche comme ça. On a notre astronaute, par le biais du diski, qui va démarrer le programme 63. En faisant ça, on va également inscrire major mode 63 dans le mode register. 15 minutes plus tard, Burn Baby, le moteur démarre, et avec le démarrage du moteur, on vient modifier le let abort bit pour rendre le bouton actif. Donc à partir de là, si la routine 11, elle détecte un contact dans le bouton, elle vient vérifier le let abort qui lui dit oui, le bouton est actif. Et ensuite, elle vient faire une deuxième vérification, elle vient lire le major mode. Ce qu'elle cherche à déterminer à ce moment-là, c'est si oui ou non on est déjà en train d'abandonner l'alunissage. Elle lit 63, donc elle détermine que non, et elle vient donc interrompre le programme 63 et démarrer le programme 71 à la place. On a abandonné l'alunissage. La solution qu'ont trouvée les ingénieurs, c'est une petite solution de contournement qui repose sur un petit détail de design tout simple dans la GC. Le major mode inscrit dans le mode register n'est pas nécessairement le major mode en cours d'exécution. Donc tout le but du hack, ça va être de faire croire à l'ordinateur qu'il est déjà en train d'abandonner l'alunissage. Du coup, le hack, il ressemble à ça. On démarre le programme 63, s'inscrit 63 dans le mode register, et là, on va demander aux astronautes, par le biais du diski, d'aller modifier cette valeur et d'inscrire 71 à la place. 15 minutes plus tard, démarrage du moteur, le bouton devient actif, et à partir de ce moment-là, si la routine 11 détecte un contact, quand elle va aller vérifier le major mode, elle va lire 71. Elle va donc déterminer que oui, on est déjà en train d'abandonner l'alunissage, on n'a plus rien à faire, on s'arrête là. Ce qui laisse le temps, du coup, aux astronautes de modifier le let abort bit pour le remettre à 0 et inhiber le bouton, et enfin de réinscrire 63 dans le mode register pour le bon déroulé de la suite de l'alunissage. Bien entendu, en cas de problème, les astronautes ils peuvent abandonner. Ils peuvent soit modifier le let abort bit et réappuyer sur le bouton, ou alors ils peuvent démarrer par le biais du diski directement le programme 71. Et si vous avez bien écouté Olivier, vous savez qu'il faut faire verbe, 37, entrée, 71, entrée. Une fois ceci dit, on a beaucoup de choses à dire, mais on n'a qu'un temps limité pour le faire. On aimerait vous parler un petit peu de l'héritage du programme Apollo. Parce que le programme Apollo, au-delà du fait d'avoir pu permettre de poser des êtres humains sur la Lune, ça nous a apporté quand même énormément à nous, qui sommes là aujourd'hui. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous sommes là. C'est à quoi ça nous sert aujourd'hui. En fait, les retombées du programme ont été vraiment immenses. Mais vraiment, on ne se rend pas compte à quel point elles ont été immenses. Elles nous ont apporté vraiment des choses, des grosses avancées dans tout ce qui est microélectronique. On parlait là donc d'un processeur qui est constitué de circuits discrets qui ont ensuite amené à la conception des microprocesseurs. Dans les télécommunications, c'est-à-dire pouvoir dialoguer avec des êtres humains qui sont à 400 000 km de la Terre, c'est pas une chose aisée. Et de pouvoir faire des snapshots de la mémoire d'un ordinateur de l'époque pour pouvoir l'envoyer sur Terre, c'est pas une chose aisée non plus. Donc ça nous a permis quand même de faire de grosses avancées là-dedans. Au niveau de l'informatique, de façon générale, je vais y revenir juste après. Dans l'aéronautique, je vous le disais, il y a beaucoup de choses qui sont encore utilisées aujourd'hui.
tout ce qui est notion de commande de vol électrique, la façon de dialoguer avec un avion de ligne, c'est directement hérité du programme Apollo. L'aérospatiale, évidemment. On pense notamment après pour tout ce qui est le programme de la navette spatiale américaine, tout ce qui est les programmes européens et français, l'ESA, la première fusée Véronique, ce genre de choses. Tout ça, c'est vraiment hérité du programme Apollo. L'automobile, vos voitures aujourd'hui sont très intelligentes, elles ont des calculateurs intégrés qui font plein de choses directement hérités du programme Apollo. Et on en passe et des meilleurs. Alors, qu'est-ce que ça nous a apporté ? Comme je le disais, ça nous a apporté les circuits intégrés, l'informatique embarquée. C'était vraiment quelque chose qui démarrait à l'époque. Et beaucoup de concepts qu'on utilise aujourd'hui en informatique embarquée sont directement hérités de ce programme. La programmation en temps réel, on en parlait là. Le fait de pouvoir traiter des signaux en temps réel qui engagent la vie humaine sont quelque chose qui sont directement hérités de ce programme. Mais aussi, et on n'y pense pas souvent, il y a beaucoup de choses au-delà du programme Apollo qui ont été vraiment fondatrices. Ça nous a apporté la nourriture lyophilisée. Mais aussi les couches pour bébés. Ce qu'il faut savoir, c'est que les astronautes ne pouvaient pas aller aux toilettes facilement. Donc, tout ce genre de choses ont été vraiment des héritages directs du programme Apollo. J'en passe d'autres, ce sont vraiment les plus notables, mais il y en a bien d'autres. Et en termes d'ingénierie matérielle, ça nous a permis d'avoir des procédés de fabrication qui sont beaucoup plus efficaces, de travailler sur le durcissement en radiation. L'espace est quand même un environnement assez difficile. L'augmentation de l'échelle d'intégration. Aujourd'hui, on a des milliards de transistors dans nos processeurs. C'est grâce à ça. On est passé d'une échelle grossière d'intégration, le small scale, en passant par le medium scale, puis le large scale, et maintenant on est vraiment ultra large scale integration, etc. Et en termes d'ingénierie logicielle, c'est très important, c'est devenu un domaine bien distinct des mathématiques. Fin des années 50, début des années 60, c'était vraiment quelque chose qui était très intriqué par le domaine des mathématiques. C'était utilisé par les physiciens, par les mathématiciens, et l'informatique est vraiment devenue un domaine à part. La programmation est devenue vraiment quelque chose, un domaine particulier. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui en tant que développeurs et développeuses, et donc notamment avec une approche rigoureuse du développement. On ne peut pas se permettre d'avoir un bug qui tue des gens. Des approches orientées robustesse et résilience, on en a parlé, d'avoir des abstractions, machines virtuelles. Vous voyez que les machines virtuelles qu'on utilise aujourd'hui, on n'a rien inventé, c'est quand même assez ancien. L'instrumentation du code, et j'en passe. Donc c'est ce qui nous amène à la conclusion. Faut pas qu'on se batte sur la technique. Ouais, excuse-moi. Alors, comment conclure ? Déjà, je pense qu'on l'a vu, le programme Apollo, cette aventure lunaire, c'est avant tout la croisée d'un contexte historique, technologique, qui ont été ultra propices. L'informatique, je pense qu'elle a indéniablement joué un rôle clé. Oui, effectivement, ça a joué un rôle clé, et on pense notamment, comme on a parlé des évolutions technologiques, 10 ans plus tôt, probablement que ce programme n'aurait pas pu être possible. Je rappelle l'invention du transistor en 1947, donc ça aurait été extrêmement compliqué. Vas-y. Oui, tout à fait. Il faut se rappeler qu'au moment où Kennedy prononce son discours devant le Congrès américain, Alan Shepard, il vient tout juste d'accéder à l'espace par les travaux des calculatrices. Les calculatrices, c'est une armée de personnes, très souvent des femmes d'ailleurs, qui réalisaient les calculs nécessaires à la NASA à la main. Moins de 10 ans plus tard, quand le 20 juillet 1969, Armstrong et Aldrin posent le pied sur la Lune, on a un ordinateur qui est assez compact pour tenir dans des modules habités. Et à la fin du programme Apollo, l'ordinateur, l'AGC, c'est déjà une technologie qui est totalement obsolète. Vas-y. Oui, on peut dire, effectivement, c'est une technologie obsolète, mais qui a amené aussi à d'autres évolutions. Je peux parler du programme spatial de la navette spatiale américaine. Mais ce qu'on dit là, c'est-à-dire que toutes ces avancées technologiques, elles ont pu être permises, effectivement, par quelque chose qui était propice. Mais elles seraient quand même arrivées. Juste le programme Apollo, c'était juste un formidable accélérateur technologique. C'est ça qu'il faut voir. Et tout ce jus de cerveau humain, quelque part, nous a permis d'être là aujourd'hui, de pouvoir en discuter. Et on voulait vous partager notamment les références. Je peux dire une dernière chose, ouais. Du coup, parfois, on entend un peu des discussions sur finalement, ça sert à quoi de financer ce genre de programme de recherche. Gardez juste à l'esprit que pour réaliser ce genre d'exploit, en fait, il y a énormément de recherche, de R&D nécessaires, et que
Vous ne voyez peut-être pas forcément les retombées, mais il y a de grandes chances qu'un jour ou l'autre, en fait, les résultats de ces recherches, vous en bénéficiez et que ça ait des applications très concrètes dans votre quotidien. Voilà. Et effectivement, on voulait vous amener sur les références qui nous ont permis de vous présenter ce talk aujourd'hui. Évidemment, on s'est beaucoup documenté sur le sujet et on voudrait vous parler notamment de ce fabuleux livre qui est The Apollo Guidance Computer, qui est vraiment une référence ultime sur le sujet, qui nous a vraiment nourris là-dessus. Mais notamment aussi Sunburst and Luminary, que tu as lu, que je n'ai pas encore lu d'ailleurs. Que tu devrais lire d'ailleurs. Donc c'est un livre qui a été écrit par Don Hiles. Donc c'est un ingénieur qui a développé notamment tous les programmes qui géraient l'alunissage. Et donc dans son mémoire, il explique comment lui, de l'intérieur, il a vécu les 2 fameux incidents que je vous ai décrits. Et c'est notamment lui qui a trouvé la solution de contournement pour Apollo 14. Voilà. Et ensuite, on ne peut que vous encourager à aller voir les chaînes YouTube et de suivre ces gens qui sont Curious Mark, qui font partie du programme de restauration des machines d'Apollo, notamment l'AGC, mais pas que, et Ken Sheriff, qui est aussi une source inépuisable dans tout ce qui est électronique, microélectronique et tout le programme Apollo. Vous avez d'autres ressources qui sont intéressantes si vous voulez comprendre comment fonctionne l'AGC et pouvoir le jouer avec. Il existe des simulateurs d'AGC que vous pouvez installer sur votre machine, mais si vous ne voulez pas l'installer, vous pouvez jouer aussi avec directement sur un site web. Donc en JS, c'est très pratique. Ça vous mettra un petit peu dans la peau des astronautes. Vous pouvez aller regarder le code source de l'AGC, ce qui a permis donc, à Apollo 11 de pouvoir poser des gens sur la Lune. Et si vous avez un petit peu de temps, que vous voulez suivre la mission en temps réel, vous avez Apollo in Real Time qui vous permet de suivre avec les vidéos, des photos et tous les commentaires audio. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un programme public, donc tout était enregistré. Tout était gardé et vous pouvez retrouver tout ça sur le site de Apollo in Real Time. Ensuite, il y a la partie Apollo Flight Journal aussi, qui est aussi une source très très intéressante. Les images de la NASA, évidemment. Et un film qu'on vous conseille absolument de regarder, puisque Romain vous en a parlé, sur l'histoire des calculatrices, Les Figures de l'ombre, qui était vraiment une toute petite partie, on va dire, du programme Apollo, notamment au début, mais qui est très très intéressante à regarder justement sur le travail de ces personnes qui étaient les calculatrices, qui étaient vraiment des personnes de l'ombre, mais qui ont quand même vraiment permis aux gens d'arriver sur la Lune. Et ce film décrit notamment en fait, l'émergence de l'informatique et l'arrivée de l'informatique à la NASA et justement comment les premières personnes se sont formées pour travailler avec ces ordinateurs. Voilà. Il y a une scène assez intéressante où le premier ordinateur arrive, ils sont obligés de casser un mur et une porte parce qu'il est beaucoup trop gros pour passer par la porte. Voilà. Nous en avons fini. Si vous voulez regarder les slides, ils sont disponibles en flashant ce QR code et en allant sur le lien. Malheureusement, on n'a pas vraiment de temps pour les questions. On a rempli le temps qui nous était consacré, mais on se tient à votre disposition si vous voulez échanger avec nous à l'extérieur. On vous remercie infiniment de votre écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup.